Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. C'est l'heure d'aller discuter avec celui qui connaît, celui qui sait, celui qui analyse, celui qui vous informe. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de le recevoir 2 fois par semaine à cette tribune. J'ai nommé le prof, l'avocat, l'auteur, notre éditorialiste, Frédéric Bérard. Comment ça va, Frédéric, ce matin? Ah, Michel, un plaisir de te parler. Tu sais que les Anglais disent « c'est mon plaisir », hein? Alors, ce sera le mien ce matin. Ben, je suis content, c'est partagé, c'est réciproque. Et là, on parle du chemin Roxham. J'ai lu pas mal là-dessus au cours des derniers jours, là. Si je comprends bien, annuellement, il y a pas mal de monde qui partent des États-Unis ou qui arrivent aux États-Unis, qui passent par les États-Unis, puis qui traversent la frontière. Roxham, c'est quoi? C'est dans les cantons de l'Est, ça? Mm-hmm. Et qui traversent des États-Unis vers le Canada. La frontière, elle est canadienne, mais là, ils arrivent en sol québécois. Puis là, à moins que je me trompe, on est pogné avec ça parce que les délais pour l'enquête de permettre à quelqu'un de venir vivre ici, c'est long comme ça, plus de bon sens. Puis M. Legault dit à Justin Trudeau, peux-tu m'arrêter ça? Ferme le chemin Roxham. Ouais, mais ça, tu vois, là, c'est pour ça que ça me tentait d'en parler ce matin, parce qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation partisane dans ce fameux chemin-là. Écoute, en gros, c'est quoi le chemin Roxham? C'est un chemin, tu l'as dit, qui permet à des demandeurs d'asile, c'est quoi? Ce sont des réfugiés, de rentrer ici. Et là, la panique, c'est quoi? C'est qu'il y en a plusieurs qui disent ça n'a pas de bon sens, ce sont des immigrants illégaux. Ça, on a lu ça souvent dans plusieurs chroniques ces dernières années. Ça, Michel, on commencé par le début, là, c'est vraiment de la désinformation totale. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là. Voilà. Le concept d'immigrants illégaux, il va falloir dire à nos chums chroniqueurs là, qu'ils aillent s'informer un peu en droit, parce que ça n'existe pas. Ils ont beau le chercher, là, et puis s'ils le trouvent, ils me le diront, parce que moi, je l'ai cherché, puis je ne l'ai jamais trouvé. Et c'est même écrit le contraire. C'est écrit que tu peux être un réfugié et tu ne seras jamais illégal. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand tu es réfugié, Michel, ben, ta job, là, c'est de te réfugier, imagine donc. Ça veut dire quoi? Ça se peut que si tu te réfugies pour des questions politiques, pour des questions de persécution, ta vie et celle de ta famille est en danger, notamment, ben, tu vas te sauver. Ça se peut que tu n'arrives pas à Dorval, bien rasé, avec un petit sambon. Ça se peut que tu débarques par où tu peux débarquer. C'est ça qui est prévu dans les conventions internationales. Le droit international permet le chemin Roxham. Ça, c'est 1. 2, ceux qui nous disent, comme Legault, fermez ça, on n'est plus capable d'en prendre, puis c'est épouvantable. Ben, la réalité, c'est que si tu fermes le chemin Roxham, ils vont rentrer peut-être par ailleurs. C'est ça que Trudeau répond. Si on bloque ce chemin-là, faites-vous-en pas qu'ils vont forcer la note ailleurs, d'une autre façon, pour rentrer quand même au Canada. Ils sont pris, ils sont à la gorge. Ben, absolument. Puis là, pourquoi le chemin Roxham, c'est une bonne idée même de le laisser ouvert. Je vais un peu à contre-courant en disant ça, mais c'est clairement ce que je pense. C'est parce qu'il est sécuritaire. Puis pourquoi il est sécuritaire? Il y a des agents de la GRC qui voient les gens rentrer, qui les accompagnent pour déposer une demande d'asile telle que prévue par le droit international. S'il ne passait pas par Roxham, tu viens de dire, il passerait par ailleurs. Puis ailleurs où, va-t-on savoir? On sera obligé de courir après pour trouver ces gens-là, pour pouvoir gérer la situation. Alors là, ils arrivent, les bras ouverts, ils s'installent, on sait c'est qui, on a un contexte, on a un échange sans trop forcer avec ces gens-là qui demandent le statut de réfugié. Tu as tout compris à 1000%, puis une anecdote, en fait, c'est pas une anecdote, c'est une histoire absolument qui est terrible. Cet hiver, en février, si je fais pas erreur, une famille qui venait de l'Inde a été retrouvée à la frontière du Manitoba, gelée, morte de froid, toute la famille. Elle a été clairement abandonnée par des passeurs. Les passeurs, c'est quoi? Ces espèces de petits bandits qui profitent de la vulnérabilité des gens pour essayer de les faire rentrer dans un pays. Ben, cette famille-là a été retrouvée gelée. Or, Roxham permet de rentrer de manière sécuritaire. Et là, pour ceux qui paniquent en disant « Oui, mais là, pourquoi ils ne passent pas à Dorval? » J'y arrive dans un instant, mais première affaire, c'est que le fait de ne pas passer à Dorval puis de passer à Roxham, qui est sécuritaire, amène au moins ceci, tu l'as dit, ils sont accompagnés
ils déposent leur demande d'asile, déjà là, et ça commence là. Fait que ceux qui disent que c'est illégal, ça ne peut pas être illégal. Ils déposent une demande conformément à la loi canadienne et à la loi québécoise. Et après, il y a une commission qui décide si, oui ou non, ils peuvent rester au Canada. Dans plusieurs cas, ils ne peuvent pas rester au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les critères des demandeurs d'asile, c'est-à-dire la commission dit, ben non, vous ne fuyez pas la persécution, la guerre ou ainsi de suite. Vous voulez juste vous rendre au Canada pour une terre meilleure, on comprend, voilà. Mais vous n'êtes pas techniquement, là, aux yeux de la loi, des réfugiés. C'est en plein ça. Donc, et là, on les retourne. Bon, là, c'est plate ou c'est pas plate, les gens font leur propre opinion, mais pensez pas que parce qu'ils passent par Roxham, ils s'installent ici. Mais c'est vrai que ça prend 14 mois avant d'en arriver à ce verdict-là, si oui ou non, on peut les admettre ou pas au Canada? Apparemment que les délais sont beaucoup plus longs maintenant, pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai entendu à peu près 1 an, mais j'ai lu certaines déclarations aussi de certains organismes. Ces gens-là ne demandent même pas de l'aide sociale, ils veulent travailler. Puis une histoire assez brise-cœur, une autre brise-cœur, si tu veux. Rappelons-nous celui, comment il s'appelait, M. François, si je ne fais pas erreur, c'est un Haïtien qui est débarqué par Roxham. Première affaire qu'il a faite en arrivant ici, pendant la pandémie, je vais aller donner un coup de main dans les CHSLD, puis il est décédé de la COVID peu de temps après. Donc, en d'autres termes, il y a des belles et des tristes histoires. On s'entend que celle-là est très triste, puis elle est belle à la fois. Ces gens-là ne débarquent pas ici pour nous envahir ou pour. Puis bref, pour ceux qui disent oui, mais Québec, c'est Québec qui paye puis ça coûte cher. C'est même pas vrai. C'est le fédéral qui paie pas la quasi-totalité de la note, mais qui en paie une très, très, très bonne partie. Mais là, j'ai une série de questions, là, vite faites, là, pour qu'on se comprenne. Mettons qu'il arrive une famille, je dis ça de même, syrienne, qui passe par le chemin Roxham, qui se déclare réfugié. Parfait, on va faire une enquête. En attendant la conclusion de l'enquête, là, ces gens-là, là, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se trouvent un logement ici, on les laisse aller dans la rue, on les amène dans des centres spécialisés, on les amène dans un gymnase d'une école parce qu'ils n'ont pas de demeure, là. Et il se passe quoi avec eux autres? Ben, c'est du cas par cas, là, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas partis dans brume. Pourquoi? Parce qu'en faisant justement cette demande d'asile, ben là, on sait comment les retracer. Puis là, pour chacun des cas, je ne le sais pas, mais très clairement, on ne peut pas les laisser partir dans le jungle parce que nécessairement, il va falloir les retracer. C'est ça. Or, ces gens-là ont le droit d'appliquer pour obtenir un permis de travail, pour obtenir un logement, pour obtenir de l'assistance sociale. On essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. Le temps, évidemment, qu'ils débarquent ici. Puis là, il y en a qui m'écoutent et se disent « Ouais, mais là, c'est quoi? Là, on va leur donner de l'assistance sociale avant de savoir s'ils peuvent demeurer ici. » Ben, la réponse, c'est oui. Puis vous savez quoi? Moi, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce que, à mon sens, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais comme humain, parce que moi, je me considère comme humain avant toute autre chose, je considère que c'est mon obligation morale de donner un coup de main à des gens qui se réfugient. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui essaient de profiter du système? Certainement. Évidemment. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est plate. Mais il y en a une majorité, une pas pire majorité même, qui le font. L'exemple des Syriens que tu viens de donner, là, hein, on a parlé de l'Ukraine en masse, peut-être pas assez, mais on en a quand même pas mal parlé. Ben, la situation en Syrie, c'est encore pire. Il y a eu 300 000 morts du fait de bombardements, notamment russes. Est-ce que quand ces gens-là débarquent ici, je me sens pas un peu dans l'obligation de dire on va vous donner un petit coup de main, puis tant mieux si vous pouvez rester avec nous après. Puis oui, ils sont intégrés, les Syriens. T'en entends jamais parler. Il n'y a jamais de trouble avec les Syriens. Puis, en d'autres termes, tu sais, ça fait partie, je pense, de cette. Comment je te dirais ça? De cette espèce de conception de l'existence que j'ai, que plusieurs autres ont, qui s'appelle être humaniste. Puis les conventions internationales confirment et protègent ce que je viens de te dire là. Et non seulement ça, mais le Canada y a adhéré. Puis le Québec y adhère aussi implicitement. Est-ce qu'on peut continuer à faire notre petit effort de guerre pour se donner un coup de main sur la planète? Parce qu'avec les réchauffements climatiques, on en a parlé, toi et moi, il y a 220 millions de réfugiés qui vont se chercher une terre d'ici 2050. Puis sais-tu quoi? Ça pourrait peut-être être toi, ça pourrait peut-être être moi. En d'autres termes, peut-être qu'on serait content de savoir que le concept s'applique de manière assez large puis de manière uniforme aussi.
Très bien dit. Franchement, très bien expliqué. Merci de l'avoir fait, mon Fred. On se laisse-tu avec une petite citation ce matin? On va se laisser, et puis un quart de seconde pour te dire, il y a un enjeu particulier avec ce qu'on appelle l'entente avec les pays tiers sûrs. On en reparlera une autre fois parce qu'il y en a qui m'ont écouté, ils m'ont dit, ouais, mais il manque ce volet-là. Et oui, c'est vrai, j'y reviens éventuellement. La petite citation, écoute, c'est un de mes auteurs préférés, une citation d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Charles Bukowski, qui est un auteur américain qui est décédé depuis à peu près 2 décennies maintenant, 2 décennies et demie. C'était un gars absolument... Écoute, il est difficile à décrire. C'était un des beatniks à l'époque. Il est à contre-courant. Et sa citation est la suivante. Il dit, quand vous voyez la population en entier partir dans une direction, faites-vous plaisir et partez de l'autre bord. Wow! Je suis pas sûr tout le temps, là, mais... Non, non. Mais, tu vois, la beauté de cette citation-là, moi, je te dis, je me la répète tout le temps, puis je vais même... Écoute, vu que c'est lundi, puis on est des chums, je t'en sors une deuxième. Oui. Mark Twain, le grand auteur, disait, à toutes les fois que je suis du côté de la majorité, je m'assois et je réfléchis. Est-ce que j'ai couvert toutes les issues? Très bon. Très, très bon. Hey, Fred, comme toujours, merci beaucoup pour ce petit moment songeur qu'on aura à penser à tout ça. Passe une bonne journée. On se retrouve jeudi. Avec grand plaisir, mon ami. Salut.